François Mitterrand, 5e président de la 5e République. Il a été réélu hier avec 54,05% des voix contre 45,95% à Jacques Chirac. Les résultats définitifs seront proclamés au minimum dans 2 jours, au maximum dans 10 par le Conseil constitutionnel. Une édition entière maintenant pour répondre à la longue question: qui va faire quoi, avec qui et comment? Revenons donc en quelques secondes à ces derniers chiffres publiés ce matin à 5 heures par le ministère de l'Intérieur. Ils correspondent d'ailleurs à très peu de choses près à nos estimations d'hier soir. François Mitterrand, 54,05%, soit 16 661 665 voix. Jacques Chirac, 45,95%, soit 14 167 516 voix. Vous remarquerez qu'il y a près de 2,5 millions de voix d'écart. Bonjour à tous et merci de nous recevoir. J'ajouterai si nombreux et j'y reviendrai à la fin de ce journal parce que nous sommes contents de vous. Hier soir, vous étiez plus de 25 millions à regarder Antenne 2. Alors au fur et à mesure que se confirmait le résultat que nous vous donnions dès 20 h et qui n'a pas beaucoup changé, Patricia vous le disait il y a un instant, des manifestations de joie éclataient un peu partout en France. Au cours du résumé que vous allez voir maintenant, nos reporters ont aussi visité des lieux stratégiques comme Château-Chinon ou comme les QG de campagne. Et dans la capitale, les partisans de François Mitterrand se sont donné rendez-vous à la République pour fêter ce succès. Voici donc avec tous nos envoyés spéciaux les images les plus fortes de cette nuit, avec d'un côté les rires et de l'autre les regrets. Claude Crespo. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Le dernier jour, tellement je suis heureuse. J'étais tellement tendue que c'est formidable. Leur réaction à chaud est unanime, la déception. Je suis vraiment très déçu. Pour nous à Marseille, ça va aller mieux, la gauche est repassée, tout ira mieux, Le Pen, on n'en parle plus, les Marseillais seront tous ensemble, enfin c'est vraiment génial. Il y a des générations des gagnants, génération des perdants, alors moi j'ai perdu, et toi t'as gagné. Moi j'ai gagné, je suis contente. Comité de soutien de Jacques Chirac à Lyon, 20 h, c'est l'amertume et même la colère chez les plus jeunes, des militants qui voulaient y croire jusqu'à la dernière minute. Ça représente une déception, mais j'espère que Mitterrand fera des choses bien, comme il les a faites de 83 à 86. J'espère qu'il ne recommencera pas les mêmes bêtises que de 81 à 83, c'est tout. Le goût de la défaite. Consternation pour des jeunes militants qui menaient là pour certains leur première campagne. Leur réaction à chaud est unanime, la déception. C'est raté quoi, mais enfin la bataille n'est pas perdue. Bravo, je suis heureux que vous y ayez passé. Là, c'était à Château-Chinon. François Mitterrand, premier président élu 2 fois, 40 ans de vie politique, qui l'ont mené de plus jeune ministre de la France au lendemain de la guerre à ce statut de père de la nation qu'il semble avoir acquis aujourd'hui. Et revenons à cette interview du président de la République il y a quelques semaines, au moment où l'on ne savait pas encore qu'il serait candidat, et aux principales étapes de cette carrière unique dans l'histoire de la 5e République. Dominique Laury. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui. Vous avez mûrement réfléchi? Je le crois. 22 mars 88, c'est la fin du suspense. Sur le plateau d'Antenne 2, François Mitterrand vient de se lancer, à 71 ans, dans la 4e campagne présidentielle de sa carrière politique. Carrière entamée au lendemain de la Libération. Député de la Nièvre à 30 ans, 11 fois ministre de la 4e République, il s'impose en refusant la constitution gaulliste de 58. Candidat pour la première fois à l'élection présidentielle de 65, il réussit à mettre le général en ballottage. 1974, deuxième tentative, nouvel échec. Face à Giscard d'Estaing, il est alors le candidat unique de la gauche. La rupture du programme commun en 77 n'empêche pas François Mitterrand de mener un combat unitaire et de l'emporter en 81.
François Mitterrand est élu président de la République. Après 23 ans d'opposition, la gauche est au pouvoir. François Mitterrand à l'Élysée, les Français découvrent l'autre politique. 4 communistes entrent au gouvernement Mauroy. Réforme sociale, décentralisation, nationalisation, abolition de la peine de mort, c'est l'état de grâce. 2 années plus tard, le décor a changé. Difficultés économiques, mise en place du plan de rigueur. Le président doit faire marche arrière sur la bataille scolaire. Et comme leurs prédécesseurs, les socialistes échouent dans la lutte contre le chômage. Nommé Premier ministre, Laurent Fabius a pour objectif moderniser et rassembler, mais les communistes refusent leur participation. Mars 86, François Mitterrand perd la majorité, il nomme Jacques Chirac Premier ministre. Les Français découvrent alors la cohabitation, un président de gauche, un Premier ministre de droite. Une cohabitation qui n'empêche pas François Mitterrand de marquer sa différence. Ses fréquents déplacements en province lui donnent l'occasion de contester publiquement certains aspects de la politique économique et sociale de Jacques Chirac. Il se place au-dessus de la mêlée, gardien des institutions. Au fil de ses interventions, il retrouve sa popularité. Et s'il laisse planer le doute sur ses intentions, l'opinion commence à croire à une nouvelle candidature. Candidature annoncée le 22 mars à Antenne 2. La campagne électorale est lancée. De meeting en meeting, François Mitterrand dessine les contours de sa nouvelle philosophie politique. Je suis d'abord fidèle à ceux qui ont fait le même choix fondamental. Je leur demande avec moi d'avoir les yeux ouverts, les mains aussi, et de comprendre qu'à compter du moment où ils sont appelés à prendre part avec moi à la direction des affaires de la France, ils n'ont pas le droit, du moins a priori, de refuser tout concours qui s'offre honnêtement, dès lors qu'on ne nous demande pas de renoncer à ce que nous sommes nous-mêmes. François Mitterrand victorieux ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de l'histoire. Peut-être un nouveau défi, le rassemblement des Français. Hier soir, un peu plus d'une demi-heure après 20 h, le président élu s'est adressé à la nation de la mairie de Château-Chinon, entouré de Madame Mitterrand et des gens du pays. Il y tenait. Et il a aussitôt rappelé sa volonté de rassembler et il a insisté sur la jeunesse, le développement des pays pauvres, le désarmement et la paix. Voici un extrait de cette déclaration. Les résultats connus à l'heure où je m'exprime m'apprennent que vous avez choisi de m'accorder votre confiance. Je continuerai donc d'exercer la mission dont j'ai déjà pu éprouver pendant 7 ans la grandeur et le poids, mais qui, renouvelée, m'oblige plus encore à faire ce que je dois pour rassembler tous les Français qui le voudront. J'entends que le gouvernement qui sera bientôt mis en place recherche dès les prochains jours en métropole et outre-mer les apaisements et les dialogues nécessaires. Mes chers compatriotes, à chacune et chacun d'entre vous, quelles qu'aient été ses préférences, j'adresse un salut fraternel. À l'approche d'un autre millénaire, étape ou symbole, s'ouvre une période nouvelle de notre histoire. Comment vous dire les sentiments qui sont les miens en cette heure grave et solennelle? Je le répète, aimons la France et servons-la. Un peu avant cela, Jacques Chirac s'était lui aussi adressé aux Français. En ce qui concerne la démission de son gouvernement, cela pourrait intervenir avant la proclamation officielle des résultats si le président de la République le demande. Quelques minutes après 20 h, Jacques Chirac s'incline devant le choix du peuple et il prend aussitôt date pour l'avenir en parlant des voix qui se sont portées sur lui. Durant 2 années, j'ai mis en œuvre dans notre pays une politique nouvelle, fondée sur une plus grande liberté, une plus grande justice,
une meilleure sécurité. Au cours de la campagne électorale, j'ai proposé aux Français un nouveau pacte, le pacte républicain, engageant notre pays à construire son avenir au sein de l'Europe, en lui donnant les moyens d'être plus fort et plus solidaire, mieux défendu et plus respecté. Je souhaite bonne chance à la France et bonne chance aux Français. Et maintenant, comment vont-ils faire ? Avant d'analyser les stratégies pour demain des uns et des autres, voyons ce qui s'est passé ce matin à l'Élysée et à Matignon. Eh bien, à l'Élysée, officiellement, rien. Les journalistes n'ont même pas pu entrer dans la cour. Seule image, vous allez le voir, la sortie en voiture du président de la République. Et il était à ce moment-là accompagné de M. Bianco, le secrétaire général de l'Élysée. Quant à Matignon, eh bien, c'est la mise au point du calendrier du Premier ministre pour les prochaines heures, avec beaucoup de téléphones entre Matignon et l'Élysée. On attend même un communiqué pour la mi-journée qui préciserait ce calendrier. Nous y retrouvons Jean-Louis Le Seine. Image traditionnelle des lendemains de défaite. Depuis le milieu de la matinée, on déménage à l'hôtel Matignon. Les cartons se remplissent dans une ambiance qualifiée par un proche de Jacques Chirac de relative tristesse. Le Premier ministre est arrivé ici vers 9h15. Il s'est enfermé dans son bureau avec quelques-uns de ses proches collaborateurs. Seul visiteur extérieur connu, Jacques Toubon, le secrétaire général du RPR. En fait, depuis ce matin, tout se passe par téléphone entre Matignon et l'Élysée, entre Maurice Ulrich et Jean-Louis Bianco. On attendait un communiqué vers midi sur la procédure qui serait suivie pour la démission du gouvernement. Proposition de Jacques Chirac. On attend toujours ici la réponse du président à ces propositions. En tout état de cause, Jacques Chirac déjeunera ici à Matignon. Et puis ceci sur lequel nous reviendrons bien sûr tout à l'heure parce que ça mérite développement. L'UDF s'est réuni ce matin et a décidé de ne prendre a priori la décision de ne pas censurer le gouvernement mais se situe bien dans l'opposition. Alors sur le plan du calendrier, il y a, vous le savez, une tradition républicaine et la semaine qui s'ouvre sera très chargée concernant l'arrivée d'un nouveau Premier ministre et de son gouvernement, la publication des résultats et les choix ou les positions de chacun à l'intérieur de ce qui reste encore la majorité parlementaire. Tout devrait aller tout de même très très vite, c'est ce que souhaite le président de la République. Jacques Chirac, lui, avait d'ailleurs dit qu'il respecterait la tradition républicaine en démissionnant rapidement. Anne Ginsburger. Oui, je vous demande un petit instant les raisons pour lesquelles nous n'avions pas le son et une fois que je suis au courant, je vous dirai où l'on va. Avec les hypothèses. Voilà. C'est un problème de son, nous avions l'image mais pas le son, mais on va le récupérer et on vous diffusera le tout ensemble dans quelques instants. Parlons maintenant des hypothèses. Alors, qui François Mitterrand va-t-il nommer à la tête du gouvernement? À cela, nous pouvons répondre par l'analyse d'un certain nombre de signes assez récents et qui concernent des hommes souvent cités pour le poste de Premier ministre, comme Jacques Delors, le président de la Commission européenne, Jean-Louis Bianco, que vous avez aperçu tout à l'heure, secrétaire général de l'Élysée, Pierre Bérégovoy, le directeur de campagne et ancien ministre, et enfin Michel Rocard, très souvent cité. Soyons tout de même très prudents. Cela dit, c'est depuis hier soir et même depuis 2 jours la rumeur la plus forte. Voyons tout cela avec Bruno Gex. Son image dans l'opinion, elle est excellente. Sa compétence sur le plan économique et son profil de modéré en font un rassembleur. Michel Rocard, on s'en souvient, s'était éclipsé lors des dernières présidentielles. C'est peut-être un argument qui plaît dans sa faveur. François Mitterrand pourrait s'en souvenir aujourd'hui. Pierre Bérégovoy est un fidèle parmi les fidèles, c'est son atout. Travailleur, rigoureux, pragmatique, ex-ministre de l'économie sous le gouvernement socialiste, Pierre Bérégovoy a su gagner la confiance des milieux financiers. Jacques Delors est aussi Premier ministrable. Ce social-démocrate a également l'expérience du pouvoir puisqu'il a eu à gérer le portefeuille de l'économie avant Pierre Bérégovoy. Pour l'instant, il n'est pas disponible, mais d'ici 2 mois, il sera dégagé de ses responsabilités à la présidence de la Communauté européenne. Peu connu du public enfin, mais apprécié de François Mitterrand et proche de lui, Jean-Louis Bianco, secrétaire général de l'Élysée depuis 1981. Ce n'est pas un politique, il ne fait pas partie de l'appareil du PS, mais c'est un homme de contact. C'est lui qui, depuis 1986, faisait le lien avec Matignon. Si aucun de ces 4 hommes n'est choisi, François Mitterrand peut créer la surprise en appelant par exemple un technicien type chef d'entreprise ou un ministre venu du centre.
L'état des lieux maintenant sur le plan politique et à hauteur des partis. Commençons avec celui qui est le premier soutien de François Mitterrand, c'est-à-dire le Parti socialiste. Eh bien, le ton des dirigeants de ce parti pourrait être donné par Laurent Fabius qui disait « Il faut avoir la main tendue ». Alors voici des extraits des interventions de Michel Rocard et de Jacques Lang. Je voudrais dire aussi combien je comprends la tristesse, l'amertume, l'angoisse peut-être, en tout cas le désarroi de tous ceux qui ce soir n'ont pas voté pour François Mitterrand. Et à toutes celles-là, tous ceux-là, je voudrais dire mon espoir que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ils se sentent partie prenante du rassemblement vrai, du rassemblement profond de la France, qu'à l'évidence François Mitterrand a reçu ce soir du suffrage universel mission de réaliser. Il s'agit maintenant de travailler, de réfléchir, et de réfléchir en particulier à la question suivante: comment bâtir une démocratie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus vivante, dans laquelle il y ait beaucoup plus de contre-pouvoirs. Et en effet, je crois que l'élection d'aujourd'hui peut signifier aussi que l'on va mettre fin à un système dans lequel, à un moment ou à un autre, un parti pouvait s'approprier l'ensemble des mécanismes du pouvoir. Et puis cette question autour de l'ouverture dont on parle tant, Gilles Leclerc, ouverture pour qui? Ouverture quand finalement? Parce que est-ce que l'on va revoter bientôt? Alors quel a été le slogan, il faut le rappeler tout de même, tout au long de la campagne de François Mitterrand? C'est celui du rassemblement. C'est vrai qu'avec un score aussi large, 54%, une droite en état de choc, un parti communiste affaibli, un parti socialiste uni, le chef de l'État a les mains libres, il dispose d'une grande marge de manœuvre. Pour autant, le président ne devrait pas, au moins dans un premier temps, dissoudre l'Assemblée. Ce serait presque, je dirais pour lui, la solution de facilité. Ce n'est plus la logique de 81, mais une autre logique, celle de 88, car François Mitterrand poursuit un autre objectif, réussir l'ouverture au centre, comme il a réussi avant l'union de la gauche. Le chef de l'État estime qu'il est porteur d'un électorat qui dépasse largement les socialistes. Il souhaite donc concrétiser au gouvernement et par sa politique cette ouverture. Les premiers signes, comme par exemple, bien entendu, son premier acte politique, la nomination de son Premier ministre, fournira une indication dans les prochaines heures. Difficulté tout de même, compte tenu des prochains scrutins, les municipales de 89, des renversements d'alliances ne peuvent se faire du jour au lendemain. Enfin, il faudra aussi, à François Mitterrand, réussir à convaincre tous ses amis du Parti socialiste. Alors Gilles, vous restez là parce qu'on va faire cette analyse parti par parti. Patricia, réunion ce matin, je disais il y a un instant, du bureau politique de l'UDF avec une première décision. Pas de censure du futur gouvernement, mais pas de confusion. L'UDF est donc dans l'opposition. Et nous y retrouvons notre envoyé spécial, Olivier Lerner, qui a suivi toute cette réunion. Vous avez le sentiment que l'UDF était cassé ce matin? Comment ça s'est passé? Pas du tout. L'UDF continue, on va vous le dire tout à l'heure. Le Canuet vous en parle pas du tout. Vous avez eu du mal à vous mettre d'accord sur un communiqué commun? Pas du tout. Le président Le Canuet va vous en parler. L'UDF continue. Qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration de Simone Veil hier soir? Le bureau politique de ce 9 mai 88 au matin restera sans doute dans les annales. L'UDF au grand complet a planché pendant plus de 2 heures sur son avenir. Avenir incertain, les visages crispés des uns et des autres étaient là pour le prouver. Le suffrage universel a décidé. L'UDF jugera le président élu et le nouveau gouvernement à leurs actes. L'UDF appréciera les projets de loi qui seront présentés et ne prendra pas, a priori, la décision de censurer le gouvernement. L'UDF engage une réflexion approfondie sur son action et ses structures afin de renforcer sa capacité de rassemblement politique. Autrement dit, l'UDF n'entend pas mourir à petit feu. Si Jean Le Canuet risque de faire les frais d'un réaménagement intérieur, les têtes qui composent l'UDF sont plus que jamais décidées à ne pas pointer à la NPE. Est-ce que vous êtes entré en contact avec l'Élysée depuis hier soir? D'accord. Est-ce que vous avez de nouveau parlé des...
Pas facile. Alors, à l'UDF, on semble partager néanmoins, Gilles Leclerc. Hier soir, beaucoup ont remarqué la convergence de ton entre Mme Veil, que nous venons de voir, entre M. Giscard d'Estaing et Barre, d'un côté, et M. Léotard de l'autre. Alors, voici tout d'abord un extrait, donc, hier soir, des déclarations de François Léotard. Je souhaite pour ma part que dans les jours qui viennent, on soit éclairé enfin, après le chèque en blanc qui vient d'être donné à François Mitterrand, sur ce qu'on va faire de nous. Et quand je dis de nous, c'est pas nous comme hommes, c'est bien entendu ce qu'on va faire de la France et du pays. Comment on va pouvoir aller vers une Europe libérale, parce que c'est bien ça l'enjeu, avec une France socialiste, moi ça m'intéresse. Et enfin que M. Mitterrand ou M. Rocard cessent de rêver. Ils n'auront pas d'autre contribution que celle de ceux qui souhaitent éventuellement faire un petit bout de chemin avec eux ou une petite carrière. Ça n'a pas grand avenir. Il n'a pas la même tonalité que Mme Veil, que M. Barre, M. Giscard d'Estaing. Est-ce que l'on peut parler pour autant de cassure au sein de l'UDF? Est-ce que certains seront tentés par ce que l'on appelle le front républicain? Est-ce que certains autres commencent à parler de future trahison? Eh bien, il y a les communiqués officiels, on l'a vu, celui de Jean Le Canuet tout à l'heure, et puis il y a aussi les diverses composantes de l'UDF. Ce matin, peut-on dire encore que l'UDF existe? Point d'interrogation, en tout cas pour l'instant. C'est vrai que les centristes sont aujourd'hui confrontés à un carrefour peut-être historique pour eux. Aucune porte n'est fermée. Nous avons entendu les déclarations hier soir des uns et des autres, mais pour le moment c'est une position plutôt attentiste qui domine. Mais chacun a bien sûr remarqué les positions sans a priori de Valéry Giscard d'Estaing, de Raymond Barre et de Simone Veil. Au RPR, y a-t-il maintenant une tendance dure et une tendance modérée? Nous verrons cela, mais d'abord les témoignages de deux des responsables. Charles Pasqua, dès hier soir, disait « D'autres combats s'annoncent » et dans un commentaire personnel, à l'issue de l'énoncé des résultats, il tensait ceux qui sifflaient déjà l'ère du compromis et du renoncement. Je veux d'abord saluer ce soir toutes celles et tous ceux qui, au premier comme au deuxième tour, ont su se rassembler derrière les candidats de la majorité, et notamment autour de Jacques Chirac, pour refuser la facilité, l'immobilisme et finalement l'abaissement de notre pays. Ils représentent l'espoir qu'ils ne doutent pas, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne se laissent pas démobiliser par ceux qui, sans retenue ou sans vergogne, leur sifflent déjà l'ère du compromis et du renoncement. Nous nous efforcerons, UDF et RPR, de pratiquer une opposition responsable et constructive, c'est-à-dire que nous nous refuserons à la politique du pire, nous ne censurerons pas systématiquement un gouvernement, nous ne repousserons pas systématiquement les projets qu'il présentera, nous nous définirons par rapport à chaque texte, par rapport à chaque programme, plus global, en fonction de ce que nous considérons être les intérêts de la France. Le RPR, donc, quel avenir pour son chef Jacques Chirac? Et au sein même du mouvement, on a cru comprendre qu'il y avait des tendances, l'une représentée, je schématise, par Édouard Balladur et l'autre par Charles Pasqua. Il est sûr qu'avec un score médiocre et une majorité en proie au doute, Jacques Chirac n'est pas assuré d'en détenir le leadership. Sa position est inconfortable. Il lui faut aussi maintenant savoir gérer au mieux la défaite. Il n'est pas exclu qu'au sein même du RPR, on assiste à des mouvements divers. Édouard Balladur, champion de la cohabitation il y a 2 ans, risque de connaître des difficultés, mais aussi Charles Pasqua, auteur d'une phrase sur les valeurs qui a déclenché la polémique entre les deux tours. Enfin, il ne faut pas non plus oublier les jeunes, les Michel Noir, Alain Carignon, Michel Barzac et Philippe Séguin, qui auront sans doute aussi leur mot à dire dans les tout prochains jours. Le Front National, maintenant, qui impute la victoire de François Mitterrand à l'attitude des centristes, membres de la majorité, qui avaient refusé une alliance avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, donc hier soir de sa maison de Saint-Cloud, a reproché très clairement à la majorité RPR-UDF d'avoir organisé son propre suicide politique. Nous sommes aussi, nous, très tristes de ce résultat, car c'est un résultat bien paradoxal que de voir notre pays, qui est majoritairement à droite, élire un homme de gauche. Et cela, c'est la majorité parlementaire RPR-UDF qui en est responsable, car ce vote, c'est le fruit de la stratégie qu'elle a menée depuis 1986.
fait maintenant. L'analyse, oui. L'analyse maintenant, parce que, évidemment, toutes ces informations qui nous parviennent, nous essayons de les mettre en ordre de façon à ce que ça soit très clair pour vous et le meilleur résumé possible. Alors, on vient de voir le Front National, une analyse à propos du Front National, de ce qu'il pourrait faire, car il a bien l'intention d'être le passage obligé dans beaucoup de régions et de villes. Tout à fait, le Front National prépare déjà les prochains scrutins, déjà le 3e tour. Dans nombre de villes, en effet, sa position sera tout à fait déterminante. Et au sein de la nouvelle opposition, Jean-Marie Le Pen entend bien jouer tout son rôle, y compris à l'Assemblée, où ne figureront plus du reste ni Jacques Chirac, ni François Léotard, par exemple. Alors, du côté du Parti communiste, et on en terminera avec les partis, Georges Marchais estimait que François Mitterrand allait faire appel, c'est lui qui parle, à des ministres de droite, et que d'ores et déjà, il fallait s'opposer à une future politique d'austérité. Déclaration tout à fait identique chez André Lajoigny, qui a dit tout au long de la soirée qu'il n'y avait pas d'amélioration à attendre de cette élection. Si c'est pour continuer la politique que nous avons connue durant ce septennat, mis à part 1981, de 82 à 86 et de 86 à 88, si c'est pour mener une telle politique, évidemment, il ne faut pas du tout compter sur le Parti communiste. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle, nous sommes dans l'opposition. Alors, on analyse maintenant la position du Parti communiste et quelle pourra être sa stratégie. Une question subsidiaire, on a parlé de ça ces jours-ci. Monsieur Mitterrand pourrait-il prendre dans son gouvernement un communiste réformateur? Vous savez qu'il y a beaucoup de rumeurs en ce moment, mais c'est vrai que parmi les 54% de l'électorat qui s'est porté donc sur François Mitterrand, il y a aussi des électeurs communistes. Et il est vrai que, par exemple, le nom de Marcel Rigoux, communiste, disons, rénovateur, qui veut en tout cas se différencier de la place du colonel Fabien, eh bien le nom de Marcel Rigoux a été avancé, mais pour l'instant, il faut bien entendu rester au conditionnel. Ce qui est sûr, c'est que le Parti communiste, lui aussi, va regarder de très près l'évolution de la situation. Quelle majorité et quelle politique vont faire François Mitterrand, avec un œil bien entendu aussi sur les prochains scrutins, notamment les municipales. N'oublions pas en effet que les municipalités de gauche sont aujourd'hui co-dirigées la plupart du temps par une coalition PS, Parti communiste. Alors tout à l'heure, il y avait un reportage dont nous avions les images et pas le son. Le son est toujours absent. Par conséquent, puisqu'il s'agissait de la procédure officielle, maintenant le calendrier, Gilles, on peut peut-être en dire deux mots, rapidement. Tout est suspendu maintenant à la décision de démission du Premier ministre Jacques Chirac. C'est lui qui doit donner sa démission. On peut imaginer ensuite que François Mitterrand nommera sans doute très rapidement maintenant le prochain Premier ministre. Quel délai cela? On peut avoir une fourchette de date On peut imaginer qu'entre maintenant et mercredi soir, il y aura sans aucun doute un nouveau Premier ministre choisi par François Mitterrand. Le mandat de François Mitterrand intervient, la fin du mandat de François Mitterrand intervient en principe jeudi prochain, mais François Mitterrand, qui est donc réélu, peut tout à fait nommer un nouveau Premier ministre, si Jacques Chirac, bien entendu, démissionne d'abord. Ce qu'il a dit qu'il ferait. Tout à fait. Maintenant, nous allons à la bourse pour retrouver Jean Lebert, une réaction à la bourse tout à fait différente de celle que l'on avait pu enregistrer en 1981. Jean? Oui, William, petit coup de chapeau et réaction positive à la bourse de Paris. L'indicateur de tendance gagne 0,8%. La bourse avait anticipé ce résultat. Il n'y a donc pas eu de surprise véritable. L'étonnement est venu plutôt ce matin de la forte hausse de la bourse qui, à 11 h, gagnait 2,30%. D'après certains professionnels, la brutalité de la hausse de ce matin serait à mettre au compte d'investisseurs institutionnels, inquiets que ne se répète ce qui s'était passé en 1981 lors de la première élection de François Mitterrand. Rappelez-vous, les 11 et 12 mai 1981, il avait été pratiquement impossible de coter. Les valeurs étaient réservées à la baisse et le 13, en gros, la bourse avait perdu près de 20%. Rien de semblable aujourd'hui. La bourse monte, même si l'on considère que les investisseurs institutionnels, les zinzins, ont peut-être eu la main un peu lourde dans leurs interventions. Coup de chapeau ce matin. Ce que les boursiers regardent aujourd'hui, ce sont les réalités de l'ouverture au centre, la possibilité de voir la politique économique française continuer dans l'optique de 1992, avec un œil sur les taux d'intérêt qui continuent de monter. Le franc français est très ferme face au Deutschmark ce matin. On se retrouve en fin de journal pour plus d'informations chiffrées. Voilà, pour les cotations, tout à l'heure, Jean. Comment François Mitterrand a recueilli plus de 16 600 000 voix et Jacques Chirac autour de 14 millions? Comment sont-elles réparties par région, par famille politique? Sachez encore avec ce chiffre que 70 départements ont voté pour François Mitterrand, qui gagne par rapport à 1981 une quinzaine de départements. Et parmi les surprises, François Mitterrand enregistre une forte poussée dans l'ouest de la France et il entame des bastions traditionnellement conservateurs. Voyons le détail de tout cela avec Véronique Saint-Olive.
Depuis hier soir, François Mitterrand est majoritaire dans 76 départements de la France métropolitaine. Jacques Chirac, lui, se cantonne dans 19 départements. En 7 ans, François Mitterrand a donc gagné 12 départements. Situation paradoxale, dans la mesure où depuis 1986, la droite détenait la majorité dans les 3/4 des départements. Pas de surprise pour le report des voix. Outre le très bon report des petits candidats de gauche et des écologistes sur François Mitterrand, report quasi parfait des électeurs communistes d'André Lajoigny. 93% d'entre eux ont choisi François Mitterrand. À droite, les électeurs barristes ont conjugué la loyauté. 13% d'entre eux, pourtant, ont basculé dans le camp de François Mitterrand. En revanche, déficience chez l'électorat lepéniste. Plus d'un quart n'a pas hésité à choisir le candidat président. Sans doute l'une des clés qui explique la défaite de Jacques Chirac. Revenons maintenant à 3 régions test dont on a parlé, l'Ouest, l'Alsace et le Midi. D'abord l'Alsace. François Mitterrand y fait une percée remarquée. Il bénéficie d'un bon report des voix centristes, d'un tiers environ des voix du Front National, et il gagne entre 10 et 13 points dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin. Voyez ce reportage d'Isabelle Béchler en Moselle à Uckange, 22% pour Jean-Marie Le Pen au premier tour, 68% pour François Mitterrand hier. Uckange, Moselle, un des derniers bastions de la métallurgie défunte de la vallée de la Fensch. Il reste une usine car le plan Font a conservé 500 emplois dans les hauts fourneaux d'Uckange. Mais dans cette commune qui a de tout temps été la ville dortoir pour d'autres unités de production, Sacy-Lors-Solac, le taux de chômage est important et il y a 20% d'immigrés. Peut-être un début d'explication aux 22,4% de vote Le Pen du premier tour. Quoi qu'il en soit, ce matin, Uckange s'est réveillé on ne peut plus à gauche, avec 68% pour François Mitterrand. Le maire n'est pas surpris. Ils ont manifesté ainsi leur, leur protestation, notamment, et j'insiste là-dessus, par la situation sociale qui règne dans notre secteur. Et je ne suis pas de ceux qui disent que c'était un vote contre les immigrés. Absolument pas. Donc le maire socialiste d'Uckange n'est pas effrayé quand un Le Pen fait 22% dans sa commune? Vous savez, le maire socialiste d'Uckange a connu le phénomène Poujade. Et j'ai toujours dit qu'un bébé qui est nourri aux hormones finit par se dégonfler. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Côté immigré, on est vaguement soulagé par le vote du second tour, mais le vote Le Pen n'était pas une surprise. À Marseille, il a eu plus aussi, ici, il a 22, mais oui, mais vous savez le pourcentage de chômage qu'il y en a ici, vous savez les problèmes dans le logement qu'il y en a ici à Uckange, c'est ça. Je travaille 19 à 11 jours, j'ai un accident. Alors, et c'est tout à fait normal, on faut pour Mitterrand parce qu'il n'est pas raciste. Et Le Pen, il est contre les étrangers. Et pourquoi il est contre les étrangers, Le Pen? Contre les étrangers, c'est qu'il a construit toutes les rues, toutes les usines, toutes les mines, tous les chemins qui étaient dangereux, rien que c'est les étrangers qui les ont fait. Bilan, Uckange a eu chaud à son racisme. Ses 9000 habitants s'en sortent bien en parlant de vote de protestation. Ils ont mis 15 jours tout de même pour retrouver leur ancrage à gauche de ville ouvrière. Dans l'Ouest et en Bretagne plus précisément, François Mitterrand progresse très nettement dans plusieurs départements. Il a attiré une partie d'électorat traditionnel démocrate chrétien, ainsi en Ille-et-Vilaine. Il progresse de plus de 8 points, de même en Mayenne, et enfin 7 points de plus en Vendée où il atteint 46%. Enfin, le Midi, Patricia. Eh bien, les voix du Front National se sont mieux reportées dans cette région sur Jacques Chirac. François Mitterrand perd 5 points dans les Alpes-Maritimes et à Marseille, il est minoritaire. Daniel Prem. Pas de passion et beaucoup de discrétion chez les Marseillais rencontrés ce matin. Habituellement bavards, ils trouvent qu'ils ont déjà trop défrayé la chronique avec le score record de Jean-Marie Le Pen au premier tour. Et satisfaits ou non, ils ne veulent surtout pas le crier trop fort. Je suis ni communiste ni socialiste. Et alors? Et alors, je suis pour le bon sens. Monsieur, vous avez voté comment au premier tour? Au premier tour, j'ai voté Jean-Marie Le Pen. Et au deuxième? Au deuxième tour, j'ai voté Chirac. Mais c'est très bien que Chirac est en tête par Le Pen, par l'intermédiaire de Le Pen, les voix de Le Pen. Oui. Et le score qu'il a fait au premier tour, vous en pensez quoi? Vous croyez que ce sont des gens fidèles?
Vous savez, ça nous laisse sceptiques tout ça. Hein. Nous ne nous sommes jamais trompés d'adversaire au Front National. Notre adversaire a été et reste le candidat socialiste aidé par les communistes. Donc en aucun cas le Front National ne s'alliera avec le candidat socialiste, pas du tout. Nous souhaitons simplement que le rassemblement se fasse autour du candidat du Front National à Marseille. Est-ce que vous êtes content des résultats à Marseille? De l'élection? Oui. Non. Pourquoi? Hein? Parce que je trouve que les gens sont très inconstants. Et pour les municipales, qu'est-ce que vous pensez? Ce sera une panique noire. En Nouvelle-Calédonie, le résultat fait apparaître un vote à 90,29% pour Jacques Chirac et donc à 9,71% à François Mitterrand. Du côté du FLNKS, c'est le soulagement exprimé par son président Jean-Marie Djibaou. Et voici les réactions recueillies ce matin par Dominique Thiers à Nouméa, une ville qui a voté en grande majorité pour Jacques Chirac. Elles seront suivies par les commentaires des principaux responsables politiques du territoire. Et le verdict tombait. Le candidat Jacques Chirac, plébiscité à 90% par les votes calédoniens, ne l'était pas en métropole. Je suis très déçu, très déçu. Je suis français, mais j'ai honte d'être français actuellement, c'est tout. Que pensez-vous que ça va faire pour le territoire? Rien que de la merde. C'est une catastrophe pour la Calédonie, à mon avis. Hein. Désastre, catastrophe, ce sont les mots qui revenaient le plus souvent aujourd'hui dans les rues de Nouméa. Difficile d'accepter ici un tel décalage entre un soutien total à Jacques Chirac et le résultat du scrutin métropolitain. Difficile d'aborder l'avenir sereinement. À l'état-major du RPCR, c'était là aussi la déception. Mais on se gardait de tout commentaire rapide. Trop de questions restent en suspens. Est-ce qu'on va, pour la 5e fois, changer de statut? Est-ce qu'on veut, en un mot, condamner la Nouvelle-Calédonie à passer sa vie à s'entre-déchirer en faisant des campagnes électorales? Tout ça a besoin d'être analysé entre élus, avec la population. Et si la Nouvelle-Calédonie était perpétuellement condamnée parce qu'elle veut rester française, et quand elle veut rester française et qu'on lui répond mais vos sentiments sont gâchés par votre côté mercantile, par vos fortunes, on a encore entendu le président de la République le dire, je crois qu'elle se lassera. Côté indépendantiste, c'est à Yengen, tout au nord du territoire, que nous avons recueilli les sentiments de satisfaction de Jean-Marie Djibaou. Le FLNKS ne s'en cache pas. L'élection de François Mitterrand, c'est un soulagement. Pour ce mouvement qui a boycotté les élections, basculé dans la violence, le retour au calme, au dialogue, passe encore aujourd'hui par un préalable. Pour nous qui étions un peu les parias du gouvernement de M. Chirac, de M. Pons, j'espère que nous aurons plus de chances d'être pris en considération en tant qu'hommes et donc de pouvoir exprimer nos questions, les questions fondamentales pour notre peuple. Mais le premier point, c'est d'abord la considération et à partir de la considération, la discussion. Épineux dossier pour François Mitterrand. Concilier les intérêts de tous, rassurer et même donner confiance. Car chacun ici a besoin d'un minimum de certitude. À l'étranger, maintenant rapidement, nous allons faire un tour de quelques capitales européennes où, mis à part Londres, où la réaction est nuancée, dirons-nous, ailleurs c'est plutôt une satisfaction. Et dans sa déclaration, le chancelier allemand Helmut Kohl a félicité François Mitterrand en soulignant son rôle dans la construction de l'Europe. Un résultat suivi avec passion par les quelques 200 Allemands et Français que nous avions réunis pour l'occasion, mais aussi par un monde politique pourtant mobilisé par les élections de l'État régional du Schleswig-Holstein où les socialistes l'emportent avec près de 55% des voix. Les Allemands n'avaient pas donné leur préférence, mais on connaît les liens d'amitié entre François Mitterrand et les dirigeants actuels. La France a voté, elle a élu un grand Européen, un grand Français, un grand ami des Allemands, et nous pouvons avec confiance regarder l'avenir. Ich habe ja gesagt, das Großartige
J'ai dit que ce qui était magnifique dans l'évolution de ces dernières années, c'est que l'amitié franco-allemande ne pouvait que bénéficier de l'issue de ces élections, car il s'agissait de deux hommes qui se sont engagés pour cette amitié. Mitterrand reste président, c'est le deuxième titre des journaux qui parle de glissement de terrain en faveur de la gauche, comme en Allemagne fédérale. Nul doute, ici en Grande-Bretagne, on est satisfait de la nette victoire de François Mitterrand, qualifié par le Financial Times de suprême tacticien est-politique, même si le journal s'inquiète de ce que va faire le président de sa victoire. Le Times et l'Indépendant mettent l'accent sur la sévère défaite de Jacques Chirac, littéralement balayé par son adversaire. Le Guardian estime que la France est mieux armée pour résoudre ses difficultés, avec un leader qui préfère la conciliation à la confrontation. Le Mirror va jusqu'à dire que l'élection de Mitterrand, c'est un triomphe pour l'Europe et la Grande-Bretagne. Vous savez, c'est dans l'Angleterre que la politique comme l'art du possible a été inventée. Alors on a vu avec beaucoup d'émerveillement, si je puis dire, que M. Mitterrand a poussé cette idée à son ultime. Pas de réaction officielle de Margaret Thatcher, mais on sait qu'elle apprécie beaucoup M. Mitterrand. On peut donc imaginer qu'elle est satisfaite, même si sa politique est à l'opposé de celle que veut mener pour la France M. Mitterrand. Ce matin, dans la presse espagnole, les qualificatifs ne manquent pas sur la victoire de François Mitterrand. Pour le Diario 16, journal à tendance socialiste, la victoire de François Mitterrand est qualifiée d'écrasante, ainsi que dans son édition internationale, où il est dit que Mitterrand pulvérise Chirac, une élection qui risque, selon ce journal bien sûr, de changer radicalement les 7 années à venir dans la politique française. Pour le journal ABC, extrêmement conservateur, on parle bien sûr de la victoire de François Mitterrand, mais on met en doute ses capacités de réussir. On parle ici de la Nouvelle-Calédonie, on souligne les difficultés que devra affronter le président de la République, surtout une difficulté qui s'appelle extrême droite, un problème qui revient lancinamment dans tous les éditoriaux de la presse espagnole ce matin. Pour finir, El País, le frère jumeau du Monde, a un mot qui revient sans cesse comme un leitmotiv, lui. Ce mot s'appelle centrisme, la clé peut-être ici, selon les éditoriaux, de la victoire de François Mitterrand. De la Stampa, le journal d'Agnelli, le patron de la Fiat, à l'Unità communiste, les journaux italiens sont unanimes ce matin à saluer la victoire écrasante de François Mitterrand. Pour le centriste Corriere della Sera, les Français ont démontré qu'ils étaient un électorat mûr et ils ne se sont pas laissés influencer par la politique des coups de théâtre. Mais le très conservateur Tempo lui-même constate cruellement que les entreprises à sensation de la dernière heure ont été sans effet sur le capital de crédibilité accumulé par le président sortant. Le Messaggero, journal romain de centre-gauche, résume bien l'impression générale. Grâce à la victoire de Mitterrand, la France, troublée par le retour des ombres de l'extrémisme et de la guerre civile, peut regarder l'avenir avec une plus grande sérénité. En fin de matinée, en revanche, le secrétaire du MSI néofasciste et celui d'un petit parti d'extrême gauche étaient les seuls hommes politiques italiens à avoir réagi officiellement aux résultats des élections françaises. Mais on aurait tort d'en prendre ombrage. François Mitterrand a simplement eu la mauvaise idée de se faire élire un très beau dimanche de mai, un de ces week-ends que l'on hésite toujours en Italie à interrompre trop brutalement, sauf en cas de force majeure. Jean Lebert vient de nous téléphoner les cours à la bourse et quelques chiffres concernant les monnaies. Le dollar est à 5 francs 70,60. Vous notez bien sûr au fur et à mesure. Forte hausse de la livre, 10 francs 72,15. Le Deutsche Mark est à 3,39,60. Le franc est ferme et pour Patricia, l'écu est à 7,05,40. Hier soir, vous étiez plus de 25 millions à regarder Antenne 2. D'une façon générale, la moitié des téléspectateurs français regardaient notre chaîne. L'autre moitié se partageait entre les 5 autres chaînes. Alors ce soir 20h, important aussi, la rédaction d'Antenne 2 vous propose un journal spécial de 45 minutes consacré bien sûr à ce lendemain d'élection. Dans un instant, Sophie Davant, après ce journal et après la publicité, Sophie pour la météo. Au revoir, bon après-midi, à demain s'il vous plaît.